Bonsoir, Pierre. Voilà. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de Centro Sefarad Israel de YouTube. Como saben, esta institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Y hoy tenemos la suerte de contar con un escritor que es Pierre Asselin. Es uno de los grandes escritores de la literatura francesa actual y además uno de los grandes escritores sefarditas con los que contamos. Pierre ha entrado en la literatura española también como sefardí, porque además tiene ya su pasaporte español. Félicitations Pierre avec le passeport. On est très content d'avoir votre livre dans la literatura española maintenant. Retorno a Sefarad ha sido uno de los últimos libros que ha publicado el escritor Pierre Asselin, donde cuenta parte de ese viaje que ha hecho a través de recuperar en su memoria el pasaporte. Bienvenue Pierre. Alors, on veut savoir, on veut parler un peu sur les livres les plus importants dans votre vie, les livres de votre histoire et aussi les livres qui sont importants pour ces livres-là, sur Retour à Sefarad. Alors d'abord, bonjour et pardon de m'exprimer en français. Je parle espagnol, mais je ne fais jamais de conférence ni en anglais ni en espagnol parce que je veux m'exprimer dans ma langue d'écrivain. C'est la seule dans laquelle je suis le plus précis. Et un écrivain veut toujours être très précis. Et, alors, évidemment, pour ce livre, Retour à Sefarad, c'est sûr que le Quijote a été essentiel. D'abord, bon, je l'avais lu il y a longtemps, bien sûr, c'est un classique, lu et relu, mais surtout, il a été un guide pour moi. C'est-à-dire que quand je suis venu en Espagne dans l'esprit de faire ce livre, par rapport aux origines séfarades, je l'ai pris comme guide parce que, pas seulement pour aller dans les endroits où il a été, le Quijote, bien sûr, ce n'était pas le but, mais pour l'esprit, pour la manière. Et puis aussi parce que j'ai une grande admiration pour Cervantes. Pas seulement le Quijote, mais les nouvelles de Cervantes qui sont une merveille. Et donc, il ne m'a pas quitté. Alors, il y a eu aussi d'autres livres que j'avais emportés avec moi. Il y a une histoire des Juifs de Simon Tjama, qui est un auteur américain d'origine séfarade et qui venait de paraître en France et que j'ai emporté, pas par rapport à l'Espagne, mais d'une manière générale. J'avais une curiosité pour sa façon un peu décalée de voir l'histoire de... Voilà. Sinon, évidemment, j'ai lu énormément de livres relatifs à l'Espagne elle-même. Pas seulement l'Espagne séfarade, mais voilà. Donc là, j'en ai lu en voyage. J'en ai lu beaucoup aussi à la Casa de Velázquez. Parce que j'ai habité à la Casa de Velázquez, à Madrid, longtemps. Et la bibliothèque est extraordinaire. Pardon, Pierre, vous avez, dans Casa de Velázquez, vous avez été pendant, vous écrivez ce livre-là, non? Je me rappelle de ça. Alors, j'y étais quand je préparais mon livre, quand je voyageais, mais j'y étais aussi quand j'écrivais. Je suis allé à plusieurs reprises, et parce que la bibliothèque est extraordinaire. Donc, la bibliothèque sur l'Espagne, sur les relations franco-espagnoles, mais sur l'Espagne, où j'ai lu énormément, mais aussi sur l'histoire séfarade. Il y a tout un rayon entier de livres sur l'histoire séfarade, sur la part séfarade de l'histoire espagnole, et puis aussi les archives de revues comme la revue séfarade, qui est une revue savante. Et puis j'ai lu aussi beaucoup de choses au Centro Sefarad d'Israël, dans les archives, dans les revues, les photographies, les dictionnaires de judéo-espagnol. Tout ça, c'est des choses qui ne se trouvent pas en France. Donc je me suis vraiment immergé dans cette... mais vous savez, bon, moi, par mon métier, je lis tout le temps.
mais il est évident que je pouvais... J'ai lu des choses pendant mes voyages espagnols, mais le plus important, c'était les rencontres, ce n'était pas les livres. Donc, en parlant avec des gens partout où je suis allé, pour moi, ça a eu autant de valeur que le reste. Et puis, j'ai lu des livres d'écrivains espagnols que j'aime beaucoup. Et j'en ai profité pour les lire en Espagne, et parfois même en espagnol. Par exemple, Javier Cercas, Javier Marias, qui sont, voilà, et puis, euh, ah, j'oublie tout à coup son nom, qui a écrit justement Séfarade, le livre Séfarade, qui s'appelle Antonio Muñoz Antonio Molina. Muñoz Molina, et puis quelques autres, Juan José Saer, voilà, des auteurs importants d'aujourd'hui qui m'intéressent énormément et que j'ai voulu lire justement là-bas. Il y a un livre qui ne m'a pas quitté, qui m'a passionné, La España Vacía de Sergio del Molino, qui a eu un grand succès il y a 5 ou 6 ans et que j'ai trouvé remarquable. Alors ça concerne toute l'Espagne, la España Vacía, mais ça m'a révélé une dimension du présent espagnol que je ne connaissais pas. Todos los pueblos deshabitados, tout ça, ça a été pour moi une révélation. J'avais pas pris conscience de ce phénomène qui existe en France aussi, mais pas aussi important. Yo sé que además continúas muy de cerca la vida y la cultura española, nuestra historia. Todo esto ha sido una parte de la influencia que has tenido para pedir el pasaporte, pero también tu memoria sefardí, porque tú habías viajado antes a España. En tu libro hablas de tus viajes también. Oui. ¿Cómo se ha unido el presente y el pasado en esta España nueva que has encontrado? C'est évident que la tentation était forte de comparer l'Espagne d'aujourd'hui et l'Espagne de mon enfance, puisque l'Espagne, je la connais depuis l'âge de 5 ans. J'habitais le Maroc et avec mes parents, on allait chaque année, 1 ou 2 fois par an, en Espagne. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, le Maroc dans lequel j'ai vécu, c'était avant l'indépendance du Maroc et aussi après. C'est un Maroc dont le nord est encore très marqué par la présence espagnole. Bien sûr, Ceuta et Melilla, mais Tanger. Tanger était encore très espagnol, même maintenant. Il y a des traces, mais à l'époque, c'était très espagnol et on y allait souvent. Donc voilà, c'était déjà un avant-poste de l'Espagne, autant, si ce n'est plus, que Ceuta et Melilla. Donc Vous oui, êtes né à Casablanca, non? oui, Votre oui, famille, oui. Moi, je suis né à Casablanca. il y a aussi une communauté séfarade à Casablanca. Alors, déjà à ma naissance, mais encore aujourd'hui, le Maroc est le seul pays arabo-musulman qui ait continué à avoir une communauté juive, donc séfarade. Oui. Et Casablanca, c'est la capitale, non pas la capitale administrative, mais la capitale intellectuelle, etc. Et bien entendu, la majorité de la communauté juive aujourd'hui est encore à Casablanca. Donc on entretient cette tradition. Et puis le Maroc, aujourd'hui, bon, il y a des raisons politiques qui font que certains pays arabes se rapprochent d'Israël, mais le Maroc n'a jamais cessé, en fait. J'ai été il y a quelques années à Marrakech. Le Mellah de Marrakech a été restauré. On a restauré les synagogues. Quand je dis on, c'est la décision du roi. On a restauré le quartier, et ça continue. Et les rues ont retrouvé les noms d'autrefois. Rue du Talmud Torah, rue du rabbin Korkos, du rue, etc., etc. Donc, donc j'ai toujours vécu dans cette atmosphère. Hein. Mais bien entendu, je suis très sensible aussi
aux relations entre le Maroc et l'Espagne, qui sont compliquées parfois, à cause du Sahara, mais à cause justement de ce qu'ils appellent, eux, Septa y Melilla, et non pas Ceuta y Melilla, qui considèrent comme un reste du colonialisme espagnol. Alors là, je suis pris entre deux feux. J'ai eu encore une discussion hier avec un ami écrivain très proche, Taha Benjeloun, qui a écrit hier un article dans la presse marocaine pour dénoncer le colonialisme espagnol sur Ceuta y Melilla. Alors, je n'étais pas d'accord du tout, hein, mais pour lui, c'est du colonialisme. Pour lui, il n'y a aucun doute, Madrid devrait rendre ces deux villes au Maroc. Et il n'est pas le seul à le penser comme ça. Sí, pero lo extraño es que Ceuta y Melilla forman parte de la historia española de muchos siglos. Y entonces, pero bueno, las historias se están reescribiendo constantemente. C'est compliqué. ¿Y mantienes estas relaciones te sientes próximo también a la literatura marroquí? Recientemente el gobierno de Marruecos ha hecho un llamamiento a las comunidades judías para retomar su pasaporte marroquí. ¿Te planteas también pedir un pasaporte marroquí? Alors c'est drôle parce que moi je n'ai jamais demandé mon passeport au Maroc, je pourrais, mais maintenant c'est des amis marocains qui me le proposent, qui me disent c'est pas normal. Alors je leur dis mais je ne peux pas être le sujet de deux rois, le roi d'Espagne et le roi du Maroc. C'est impossible, ça n'existe pas. Il me dit mais si, alors ils veulent m'encourager. Bon, je ne sais pas, ça me paraît très difficile. Mon cœur va vers l'Espagne. Il y a des raisons. Ça n'empêche pas d'aimer le Maroc. Ma famille a vécu des siècles au Maroc. Alors pas à Casablanca, mais a vécu vraiment dans le sud et dans des. Bon, il y a des racines, hein. Mais mon livre m'a permis quand même, grâce à des livres que j'ai trouvés à la Casa de Velázquez et à toutes les recherches que j'ai pu faire, ça m'a permis de découvrir la route que mes ancêtres ont prise quand il y a eu l'expulsion. En fait, je ne le savais pas, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'un siècle avant la grande expulsion, donc en 1391, mes ancêtres, qui ne s'appelaient peut-être pas Assouline, peut-être pas, qui étaient donc juifs en Espagne, qui habitaient à Séville, et il y a eu un pogrom à Séville, très important, et il y a eu, en même temps que le pogrom, une expulsion des Juifs de Séville, qui était une communauté très importante. Et à l'époque, il n'y avait pas Facebook, donc ils ne savaient pas, ils pensaient que ce pogrom et l'expulsion avaient lieu dans toute l'Espagne, et donc ils ont cherché à partir, non pas ailleurs en Espagne, ce qu'ils auraient pu faire, mais à quitter l'Espagne. Et on leur a dit, parce que les Juifs s'écrivaient beaucoup, communiquaient beaucoup entre eux, et on leur a dit, vous savez, il y a une ville au Maroc qui s'appelle Dedbou, et qui est dans le Tafilalet, et c'est tout petit, mais c'est un carrefour de routes commerciales, et des Juifs sont là-bas depuis très longtemps, de même que des Juifs sont depuis très longtemps en Espagne, très très longtemps, euh, même avant l'occupation romaine, avant les Visigoths, donc ça remonte, et avant les Ibères. Il y a des Juifs qui sont là-bas, dans cette petite ville au début du Sahara, et qui sont très heureux. Alors, une grande partie de cette communauté juive de Séville est partie directement au fin fond du Maroc, dans cette ville de Dedbou, et ils y sont restés des siècles. Et quand je parlais avec mon grand-père, il me montrait des photos, il me disait, c'était là chez nous. Alors je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a des documents? Est-ce qu'il y a des archives? Et il me disait, il y a quelque chose de plus important. Il me dit, regarde sur Internet, tu pourras vérifier. Il y a un monument historique aujourd'hui à Dedbou qui est au centre de la ville, qui est une vieille fontaine, un puits avec une fontaine, qui est là depuis des siècles. Eh bien, les Arabes l'appellent Sbilia. Et Sbilia, ça veut dire Séville.
que vient faire Séville en plein milieu du désert dans cette petite ville? Eh bien, ça remonte à l'expulsion. Et donc, j'ai pu, grâce à ces livres, reconstituer le chemin. C'était important. Y tu reconstrucción del camino te lleva a de conseguir el pasaporte español. ¿Cómo fue ese proceso del que nos hablas en este libro? ¿Fue un proceso emocionante, difícil, frustrante? Je crois que il faudra vérifier dans les archives du Centre Sepharadi Israël, mais je crois que j'ai un record parce que j'ai attendu 5 ans et demi, puisque j'ai fait ma demande et j'ai commencé mon livre juste au moment où le roi a fait ce discours extraordinaire devant les Juifs espagnols et que la loi a été votée au Cortés. Donc ça fait 5 ans et demi. Et j'ai fait ma demande tout de suite au consulat espagnol à Paris. Et ça a été très difficile. Et à chaque fois, les gens me disaient, je ne voulais pas passer par un avocat ni rien. Je voulais tout faire moi-même, voir les choses. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais tu as toujours pas ton passeport? Et à chaque fois, je répondais, mira, hace 5 siglos que espero, puedo esperar un poquito más. Mais quand même, j'ai commencé à trouver ça un peu humiliant. Mais il y a eu tellement de problèmes administratifs, peut-être volontaires, non le sais, peut-être pas, qui ont été d'obstacles inattendus, que je n'ai jamais désespéré, je me suis jamais découragé, mais quand même, je trouvais que, et je m'étais dit, si au bout de 5 ans, c'est une date 5 ans, si au bout de 5 ans, il n'y a rien, alors je ferai un scandale. Parce qu'on ne peut pas tendre la main comme ça et après la retirer. Donc il y a un problème. Et puis le miracle, c'est parce qu'il y a eu le problème avec le notaire qui ne me répondait pas. Il y a eu ça a duré 1 an. Il y a eu des problèmes à tous les niveaux. Et puis, au bout de 4 ans et demi, tout était prêt. Et là, on me dit, ah ben maintenant, il faut qu'on vérifie votre acte de naissance à Casablanca. Mais on vous prévient, le consulat d'Espagne à Casablanca, c'est difficile, ils mettent beaucoup de temps, etc. Ça a pris encore 1 an. Et puis après, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça a retardé tout. Donc, on aurait dit un complot pour m'empêcher d'avoir le passeport qui est arrivé donc au bout de 5 ans. Hablando del COVID, no habrás podido viajar todavía con tu pasaporte español a España, ¿no? No has podido usarlo, el pasaporte. Je n'ai pas encore voyagé. No, claro. Non, mais je vais venir en mars. Là, ce mois-ci, oui, ce mois-ci, je vais venir pour une cérémonie à l'ambassade de France pour remettre le Goncourt espagnol. Ah, muy bien. Sí. Je te donnerai la date si tu veux. Et je vais en profiter pour demander la DNI, ma carte d'identité DNI, tant qu'à faire. Bueno, esto es importante contando que Pierre además quieres traer cultura francesa también a España a través del concours, que es muy importante. Quiero ser un embajador entre la Francia y España para la literatura, la cultura, sí, por supuesto. ¿Y estás trabajando ahora en otro nuevo libro? Sí, una novela, claro. C'est un roman qui se déroule dans les années 30, juste avant la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. Et ça se passe entièrement sur un paquebot, un grand bateau, pendant une croisière. Cette croisière a vraiment existé. Les personnages ont existé, mais j'en rajoute quelques autres. Et voilà, c'est très actuel, et en même temps, ça se passe dans les années 30. C'est l'Europe, c'est un livre sur l'Europe à la veille d'un grand bouleversement politique qui est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Pierre, este ciclo en el que queríamos entrevistarte tiene que ver con la biblioteca de autor.
Nos gustaría, para terminar, que nos señales algunos de tus libros de la biblioteca que tienes que para ti han sido muy importantes, no en esta ocasión y para estos libros, sino para tu historia intelectual, para tu vida en general. Il y en a tellement, ça dépend des périodes. Mais par exemple, en ce moment, pour l'écriture de mon livre, Thomas Mann compte énormément, notamment La montagne magique. Parce que La montagne magique m'a inspiré pour écrire le livre que je suis en train d'écrire. Mais d'une manière générale, Thomas Mann, comme figure morale, intellectuelle, voilà. Même La mort à Venise, qui est une nouvelle petite, ça compte énormément pour moi. D'autres, vous savez, il y a tellement de livres qui ont compté dans ma vie, je lis tout le temps. Mais je suis incapable de sortir un livre. Il y a eu, à une époque, il y a eu un livre qui s'appelle Le Liseur, Der Vorleser en allemand, de Bernhard Schlink, sorti il y a 20 ans, sur l'histoire d'une femme qui avait été gardien d'un camp de concentration et qui ne savait pas lire. Et El lector. un lecteur. C'est un livre magnifique, très fort, et ça m'avait beaucoup frappé et beaucoup inspiré ensuite. Sinon, il y en a tellement. Il y a Kafka qui m'a beaucoup marqué et qui me marque encore, parce que les livres qui m'ont marqué, les auteurs, je les relis. Je les relis régulièrement. C'est vrai que depuis 25-30 ans, le livre vers lequel je reviens le plus souvent, parce que pour moi c'est un sommet, c'est La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Parce que, voilà, dans ces moments-là, tu te dis, quel bonheur d'être né français de langue française pour pouvoir lire Proust sans traduction, directement en français. Parce que pour moi, voilà, ça c'est le chef-d'œuvre absolu. Et je le relis régulièrement. Je le mets au plus haut dans mon petit panthéon. Pues muchísimas gracias, Pierre. También sabemos que además de escritor, de crear movimientos culturales, también tienes algunos documentales grabados y nos gustaría que en algún momento podamos hacer un pase de esos documentales que siempre son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Te esperamos en el mes de marzo para que podamos seguir compartiendo. Y muchísimas gracias por el regalo de este libro y por regresar a Sefarad. Gracias, Pierre. Muchas gracias, Esther, y hasta pronto. Hasta pronto.